Bonsoir à tous et à toutes. Donc, nous allons continuer nos travaux avec la présentation des produits de recherche. Et aujourd'hui, cet après-midi, donc, nous avons 3 études de cas que nous allons ensemble découvrir avec Madame Maguette Gay, qui est en ligne. Vous m'entendez? Madame Sarr, est-ce que vous m'entendez? Non? Elle n'est pas en ligne. Bon, on va donc passer à Madame Ndoye, qui, elle, est présente sur le plateau. Madame Ndoye est économiste, chef de la section Policy au Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, le CREG. Elle capitalise 7 années d'expérience dans la recherche des mots économiques, les dynamiques de population, le genre, la protection sociale et l'économie de soins. Notre 3e panéliste, c'est Dr Fatou Cissé, qui est économiste également, maître de conférence titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et elle est titulaire d'un doctorat en économie avec une spécialisation en macroéconomie appliquée. Elle est responsable du département de recherche, croissance et équité du CRES. Et la session sera modérée par moi-même, donc Dr Ki, directrice du genre, et qui, dans une autre vie, en fait, est chercheur. J'étais chercheur associé à l'Institut de recherche pour le développement à Paris et spécialisée sur le travail non rémunéré. En fait, ma thèse a porté sur ce sujet depuis 2007. En 2007 et 2010, alors que le TNR ne faisait pas encore partie des objectifs du millénaire pour le développement. Alors, pour ouvrir cette session, j'ai envie de dire que la reconnaissance du travail de soins non rémunérés a été un long parcours. Et là, au début, c'était même un peu ironique de parler de cette question-là. Je vais vous lire rapidement quelques lignes d'une chronique de France Inter en 1985, lorsque l'INSEE, l'Institut de statistique français, a commencé à s'intéresser au travail domestique. Voilà ce que les médias disaient. L'INSEE s'amuse. Vous savez, ce fabuleux et sévère Institut national de la statistique et des études économiques, où vous pouvez rencontrer un polytechnicien au centimètre carré, s'amuse. Entre 2 travaux déprimants sur le chômage, les prix aujourd'hui et les salaires hier, voici donc nos savants qui se penchent sur l'emploi du temps des Français. De travailler à coups d'équations, de droite, de régression, de quartile et de décile sur la vie ménagère des citoyens. Donc voilà comment on ironisait cette question du travail non rémunéré rien qu'en 1981. C'est dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chemin a été parcouru et petit à petit, les savoirs se construisent. Donc je vais inviter Madame Ndoye à faire sa présentation. Compte tenu du temps que nous avons, nous allons essayer vraiment d'aller droit au but pour pouvoir interagir ensuite avec toute la salle. Madame Ndoye, si vous voulez bien. Oui. Merci beaucoup, Dr Ki. Mes remerciements également au CRES pour nous avoir invités à cette importante rencontre sur le travail de soins non rémunérés et la transition verte en Afrique de l'Ouest. Voilà, moi je suis Edmond Ndoye, donc je suis économiste au CREG, Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, donc qui travaille sur les questions de dividendes démographiques, mais également sur les questions de l'économie des soins. Donc la présentation que nous allons faire porte sur la valorisation du travail domestique non rémunéré. Le travail a été fait avec l'appui de nos partenaires
tels que la Fondation ULATE, UNFPA, avec lequel nous travaillons beaucoup, et PRB dans le cadre du projet Counting Women's Work. Voilà, donc notre présentation portera sur les 5 points affichés à l'écran. Donc, puisque le temps nous est compté, donc je vais essayer d'aller vite. Ici, nous présentons le contexte international, continental et national sur la prise en compte des inégalités de genre dans les politiques. Voilà, donc à l'échelle internationale, nous avons les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 5, 8 et 3 et 4, qui mettent l'accent sur les questions d'inégalité de sexe, la nécessité du travail décent pour tous. Donc ici, quand on parle beaucoup plus de travail décent, on fait beaucoup plus référence aux femmes qui, dans la majeure partie des présentations, les prédécesseurs l'ont dit, elles sont beaucoup plus spécialisées dans des travaux qui constituent un prolongement en quelque sorte des travaux domestiques qu'elles font et qui constituent un rôle social que la société leur a attribué. Donc ici, nous avons l'Union africaine, donc avec l'agenda L'Afrique que nous voulons. Pour le Sénégal, nous avons la stratégie sur l'équité et l'égalité de genre qui met l'accent sur l'autonomisation de la femme et sur la promotion de l'équité et de l'égalité de genre. Donc, ce n'est pas anodin si nous tous nous sommes là, c'est parce que la question des inégalités de genre s'impose avec acuité. Et les récentes études qui ont été faites montrent qu'il y a un pan très important de l'économie ou bien de la vie économique et sociale qui n'a pas été pris en compte dans nos analyses, dans nos politiques. Et c'est par là, nous voulons parler du travail domestique non rémunéré. Voilà, donc par travail domestique non rémunéré, nous entendons, bon, il y a les travaux domestiques, mais également il y a les travaux de soins, donc les soins directs et les soins indirects. Donc par soins directs, nous entendons les soins qui impliquent une interaction émotionnelle et une interaction directe avec le receveur de soins. Et par soins indirects, bon, ici on peut faire référence aux travaux ménagers, notamment faire la cuisine, la lessive, etc. Donc c'est ce pan important de la vie qui n'est pas pris en compte dans les analyses économiques et sociales. Et c'est pour ça que le CREG, depuis 2016, s'est intéressé à la thématique du travail domestique non rémunéré, mais en particulier sur sa valorisation. Ici, nous allons vous présenter l'estimation monétaire du travail domestique non rémunéré, mais qui nous permet en même temps de montrer que les femmes contribuent, bon, on va dire les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus spécialisées sur les questions de travaux domestiques non rémunérés. Donc les femmes, en plus, même si elles ne sont pas si présentes sur le marché du travail rémunéré, elles contribuent autrement. Voilà. Donc c'est ce qu'on veut montrer ici. Et pour ce faire, on a scindé l'apport à l'économie en deux parties. Donc, il y a le travail rémunéré, il y a le travail non rémunéré. Donc, ici, nous privilégions deux méthodologies, à savoir les NTA et les NTTA. Donc, je l'ai dit tantôt, le CREG est spécialisé sur les questions d'économie générationnelle et notamment l'analyse des implications des changements démographiques sur l'économie. Donc, dans ce cadre-là, nous avons, avec le réseau international des comptes nationaux de transfert, mais nous utilisons ce modèle de comptabilité générationnelle pour essayer de voir comment les flux économiques se partagent entre les générations, donc circulent entre les générations, la production, la consommation ainsi que les transferts de ressources. Maintenant, pour prendre en compte le travail domestique non rémunéré, un cadre d'analyse complémentaire qui comptabilise le temps consacré aux tâches domestiques a été développé, à savoir les NTTA. Donc, c'est les comptes nationaux de transfert de temps pour venir compléter la partie monétaire
de l'économie. Donc ici, je le disais tantôt, donc la méthode des NTA permet de voir comment les flux de revenus circulent entre les différentes générations. Donc ici, c'est un peu en réponse aux tentatives de prendre en compte l'angle mort du PIB. Donc ici, vous avez l'identité comptable qui essaie de voir pour chaque âge. Donc on a différents types de flux entrants. Donc nous avons le revenu du travail, le revenu des actifs et les transferts reçus. Donc on peut l'analyser, c'est une comptabilité générationnelle, donc c'est comme les avoirs, les emplois, les ressources et les emplois. Donc on les emploie à la consommation, à l'épargne et au transfert. Maintenant, une réorganisation de l'identité permet de faire ressortir ce qu'on appelle le déficit de cycle de vie. Donc à chaque âge, on essaie de voir pour l'individu le déficit qu'il y a entre les ressources de travail et la consommation. Donc ça nous permet d'identifier des groupes d'âge dépendants ainsi qu'un groupe d'âge qui fournit les ressources nécessaires pour financer les classes dépendantes. Voilà, donc ici, ça nous permet de voir à chaque âge qu'est-ce qu'un individu produit et consomme. Donc quand on fait le solde, on dégage le déficit. Maintenant, pour compléter ce cadre-là, je rappelle l'objectif, c'est essayer de voir, de donner une valeur monétaire au travail domestique non rémunéré, mais essayer de voir à travers cette contribution-là, qu'est-ce que les hommes et les femmes apportent réellement à l'économie. Donc, à cet effet, nous avons, sur la base de l'EHCVM, estimer le temps de travail domestique non rémunéré pour chaque âge au niveau du Sénégal. Donc, les activités qu'on a identifiées au niveau de la SCVM sont les suivants. Donc, les courses, les travaux ménagers, les soins aux enfants et aux personnes âgées, la recherche d'eau, la recherche de bois. Maintenant, ici, une méthode pour valoriser. Bon, il y a plusieurs méthodes pour valoriser le travail domestique non rémunéré. Donc, nous avons la méthode au coût du remplacement et la méthode de coût d'opportunité. Donc, ici, nous avons privilégié le coût du généraliste, qui est une méthode de coût au prix de remplacement. C'est-à-dire, on essaie de répondre à la question, combien êtes-vous prêt à payer pour tel service? Voilà, le travail domestique est effectué au sein du ménage, mais ce n'est pas rémunéré, mais on considère que ces activités-là, à ces activités, on peut appliquer le principe du tiers, donc de Margaret Reid, ce qui veut dire que ce travail peut être externalisé et moyennant un paiement. Voilà, donc ici, nous privilégions le coût du généraliste, parce qu'en Afrique, au Sénégal de façon générale, nous n'avons pas les postes, en ce qui concerne les activités domestiques, les spécialisations ne sont pas encore très développées ici au Sénégal. Donc, nous avons une aide ménagère qui fait tout en même temps. Donc, pour les données des NTA, les NTA, c'est une comptabilité générationnelle. Nous avons recours à des données administratives, mais également à des données d'enquête, comme vous le voyez ici. Et pour les NTA, je l'ai dit tantôt, nous avons eu recours au module, à la section emploi de l'EHCVM. Voilà, maintenant nous avons l'enquête Time Use et on est en train d'actualiser les résultats NTA en utilisant l'enquête Time Use. Donc ici, nous avons les résultats du marché de travail rémunéré. Donc, il y a la comparaison. Bon, en rouge, vous avez les femmes et en bleu, c'est les hommes. Donc ici, sur tout le cycle de vie, donc de 0 à 90 ans, nous avons la courbe du revenu du travail, donc pour les hommes, et en bas, c'est pour les femmes. Pour 2011, nous voyons nettement qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes en matière de revenu du travail. Donc, on observe la même chose pour 2018, et là-bas, c'est en termes de temps. Ici, c'est en termes monétaires. Donc déjà en 2018, donc un individu
Bon, en bleu, c'est les hommes et en rouge, c'est les femmes. C'est dommage, ici, la légende ne sort pas. Donc, pour 2018, nous voyons qu'un individu âgé en moins de 48 ans peut gagner jusqu'à 2 500 000. Voilà, donc par an, en moyenne, quoi. Comparativement aux femmes qui sont à 1 million. Donc, on a vu qu'il y a une nette amélioration entre 2011 et 2018. Mais ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est de faire la différence, de montrer les différences entre les hommes et les femmes. Maintenant, quand on vient au travail domestique non rémunéré, donc c'est un fait général et qui est commun à pratiquement beaucoup de pays au monde, la majorité, je vais dire. Donc, c'est une spécialisation des femmes. Voilà, donc sur tout le cycle de vie, on voit que ce sont les femmes qui sont spécialisées en matière de travail domestique non rémunéré. Et ça n'a pas trop évolué entre 2011 et 2018. Maintenant, pour tous les postes de travaux domestiques, donc nous voyons nettement qu'en 2011, tout comme en 2018, sur tous les postes, c'est les femmes qui dominent. Voilà. Maintenant, quand on met les deux ensemble, les résultats de 2011 ont montré que les femmes contribuaient en effet, si le travail domestique non rémunéré était rémunéré, donc les femmes contribuent plus que les hommes. Voilà. Maintenant, ici également, on voit en 2018, même si la tendance est un peu à la baisse, Madame Ndoye, que les hommes, oui. Excusez-moi de vous interrompre, on va vous demander d'être un peu plus synthétique, oui. D'accord. Donc ici, c'est pour montrer que, effectivement, les femmes contribuent beaucoup plus à l'économie comparativement à ce qui est vu. Voilà. Maintenant, quand le travail domestique non rémunéré est pris en compte, nous voyons que la contribution des femmes s'établit à 36%. À 36% du PIB. Tandis que celui des hommes est de 38%. Bon, je vais aller vite. De façon générale, les recommandations portent sur l'identification de politiques et de stratégies permettant de réduire et redistribuer le travail domestique non rémunéré, et aussi la nécessité de mettre en œuvre un rapport national. Donc, je pense que les décideurs sont là et pourront voilà, tenir compte de cet objectif-là, de cette recommandation-là. Et de façon plus particulière, nous allons faire beaucoup plus focus sur la promotion des family-friendly policies. Donc, c'est-à-dire, je pense que la dame de Oxfam était revenue là-dessus. Donc, si on demande à ce que les femmes aillent sur le marché du travail, il ne faut pas occulter cette réalité des travaux domestiques non rémunérés qui est là. Donc, pour que la femme puisse bien s'intégrer sur le marché du travail, il faut qu'il y ait des politiques d'accompagnement pour la prise en charge, le relais des travaux domestiques non rémunérés. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci bien, Madame Ndoye, pour cette présentation qui intègre la comptabilité générationnelle et qui montre que dans tout le cycle de vie de l'individu, les femmes consacrent toujours plus de temps au travail non rémunéré que les hommes. Alors, dans un souci de gestion du temps, je propose d'écouter aussi Dr Fatou Cissé et ensuite nous allons passer aux questions. Docteur, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Ce travail que nous présentons est réalisé dans le cadre du projet GROW financé par le CRDI. C'est une façon aussi d'évaluer le travail de soins non rémunérés. Donc ça complète ce que Marthe vient de présenter. Et ça porte sur ce qu'on appelle la pauvreté en temps, qu'on compare avec la pauvreté en consommation. Ce que je peux dire en premier lieu, que c'est une notion qui est en perspective dans la nouvelle recherche sur les solutions pour lutter contre la pauvreté. C'est un concept qui met l'accent sur le manque de temps disponible pour s'engager dans des activités productives, dans le loisir, les soins personnels et le développement. C'est dommage que l'ANSD n'a pas présenté, je ne voulais pas insister ici sur l'ampleur
du travail de soins non rémunérés et le fait que ce sont les femmes qui ont en majorité le travail de soins non rémunérés du fait des normes sociales et culturelles. Mais c'est bien ressorti dans la présentation de la conférencière hier. Et ce concept permet d'identifier les pauvres en temps, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le temps de se reposer, de profiter de leurs loisirs en raison d'une charge de travail excessive. Et ça, je pense que ça mérite d'être considéré lorsqu'on veut avoir des politiques efficaces de lutte contre la pauvreté qui tiennent compte de la dimension genre. La pauvreté en temps peut résulter de divers facteurs, tels que les obligations professionnelles excessives, les heures de travail irrégulières, des responsabilités familiales importantes et des contraintes économiques qui font que les personnes sont obligées de travailler beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins des ménages, des problèmes aussi d'organisation. Donc vous voyez que ceux qui sont impliqués dans la pauvreté en temps, ce ne sont pas seulement ceux qui manquent de temps. Ça peut être aussi les chefs d'entreprise qui travaillent beaucoup, mais ce ne sont pas tous qu'on va classifier de la même façon. Le manque de temps, pourquoi s'intéresser au manque de temps, la pauvreté en temps, c'est parce que ça nuit à la santé. Lorsque les femmes travaillent beaucoup, il y a une conséquence en santé et ça se comprend que dans certains programmes de soutien aux femmes, il y a un accompagnement sur le volet prise en charge de la santé. Il y a le stress que ça implique, l'absence de temps aussi pour prendre en charge sa santé, une mauvaise alimentation. Elles ont tendance à manger vite pour pouvoir aller s'occuper des enfants, du linge ou bien pour retourner au bureau parce qu'elles cumulent quelquefois travail rémunéré et non rémunéré. Et même si elles ne sont pas dans le secteur du travail rémunéré, rien que les travaux domestiques, elles en font beaucoup. Et elle a des conséquences, manque de temps dû aux responsabilités domestiques, c'est dit, manque de temps qui empêche les femmes de participer pleinement aux activités formelles. Souvent, elles préfèrent réaliser une petite activité informelle et cela, bien sûr, réduit leur chance de tendre vers l'autonomie ou d'être assez productive. Il en résulte une importante perte de revenus pour les femmes particulièrement et des économies aussi, parce que les femmes constituent la majorité de la population. Lorsqu'elles n'arrivent pas à être bien impliquées sur le marché du travail, c'est une perte pour l'économie nationale et je pense que les statistiques montrent bien le gain, la perte de ressources que ça implique pour les économies, que ce soit les économies en développement comme les économies développées. Et aussi une autre justification qui explique qu'on s'intéresse à cette notion de pauvreté en temps et que les mesures de pauvreté officielles que les États considèrent, ils prennent en compte la pauvreté monétaire. Et pour cela, on dit qu'il y a un minimum nécessaire pour ne pas être considéré comme pauvre. Et ce minimum est considéré en prenant en compte uniquement les dépenses de consommation, que l'on trouve que si on a un revenu qui dépasse ce niveau, alors on n'est pas pauvre. Or, il y a des groupes de personnes qui travaillent beaucoup, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre quelqu'un pour faire le linge, par exemple. La femme revient du bureau, ou bien même si elle est à la maison, elle s'occupe des enfants, fait le linge, le ménage et tout, parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Et elle n'a pas aussi les revenus pour payer. Donc, vous voyez que cette femme, si on se limite seulement au niveau de seuil monétaire, on sous-estime une autre partie de ressources qui lui manquent pour pouvoir disposer du minimum de revenus, de temps nécessaire pour prendre soin d'elle, c'est-à-dire se reposer, avoir des loisirs. Par conséquent, les ménages qui ne disposent pas du temps nécessaire à la réalisation des activités domestiques ne sont pas considérés, peuvent être considérés comme non pauvres, tout simplement parce qu'on a ignoré cette partie des dépenses ou des revenus nécessaires pour pouvoir prendre en charge ce qui constitue cet excès de travail dû aux surcharges domestiques. Et là,
L'objectif de notre travail, on a cherché d'abord à mesurer la pauvreté en temps à partir d'une approche qui est reconnue mondialement, évaluer aussi l'équivalent monétaire du temps, du surcharge, du surplus de temps que la personne prend pour pouvoir réaliser d'autres activités. Et c'est ça que ça rejoint ce que CREFAT a fait, CREC, et on compare ensuite les pauvretés en temps et les pauvretés en consommation. Et ce qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle la pauvreté cachée, c'est-à-dire la partie de la pauvreté qui n'est pas révélée lorsqu'on utilise l'approche dépenses de consommation. Et là, l'approche qu'on utilise, je vais faire plus vite, c'est l'approche de Lévy, qui est développée depuis 2012, mais qui est appliquée dans très peu de pays. C'est appliqué en Turquie, en Afrique. Sinon, les autres pays que je connais sont des pays qui sont hors Afrique. J'ai appris récemment aussi que ça a été appliqué dans les données du Ghana. Et ici, ce qui est derrière, pour comprendre les équations, l'équation ne compte pas. On se dit que si la personne dispose au total de 168 heures par semaine, c'est 24 heures multipliées par 7, ces 24 heures doivent être réparties entre le temps consacré pour la production domestique, le temps consacré aux soins personnels, se laver, dormir, manger, et le temps qui reste est alloué aux loisirs. Et bien sûr, il y a le temps de travail. Après, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le temps disponible après qu'on ait pris en compte le temps consacré à la production domestique et aux soins. Donc, c'est temps total moins temps consacré à la production domestique et aux soins. Ce qui lui reste, il doit répartir ce temps entre le temps de travail rémunéré et le loisir. Bien sûr que s'il n'a pas de travail rémunéré, tout le reste va être le loisir. Maintenant, ce qui se passe, si le temps que l'on trouve, le loisir, est négatif, on se dit qu'il y a une pauvreté en temps. Ça veut dire qu'il ne lui reste rien pour pouvoir se reposer ou avoir des loisirs. Ou bien, si c'est négatif, ça veut dire tout simplement que la personne, au lieu de dormir un minimum de 4 heures, va dormir 2 heures de temps. Au lieu de dormir 6 heures de temps, va dormir 3 heures de temps. C'est ça qui est derrière l'idée de cette approche-là. Et voici les grandes étapes. Dans les enquêtes, on avait l'enquête utilisation du temps et l'enquête consommation pour faire ce genre de travail, mais malheureusement, dans nos statistiques, on n'a pas cette chance d'avoir ces deux bases. Et donc, la première base a été de reconstituer une base de données en fusionnant les deux avec des techniques statistiques qu'on appelle appariement des bases de données. Après, on estime la pauvreté en temps à partir de l'approche que je viens de décrire et on évalue l'équivalent de la monétaire de cette pauvre déficit de temps qu'on appelle pauvreté en temps. Et on réestime le seuil de pauvreté en intégrant l'équivalent monétaire de ce déficit en temps. Et on trouve un seuil de pauvreté ajusté. Et lorsqu'on retrouve les résultats, on voit qu'une personne pouvait être classée comme non pauvre, alors qu'en réalité, elle est pauvre, parce que tout simplement, on avait omis de prendre en compte ce déficit en temps, dû au fait que la personne n'a pas eu les moyens de recourir à des services privés ou publics pour pouvoir disposer d'un minimum de temps pour se reposer. Et voici ce que l'on trouve ici. Je pense que je n'ai pas mis... Voilà. Là, c'était pour avoir une idée des inégalités de genre dans la distribution du travail de soins non rémunérés. Et on voit bien que les femmes ont en majorité le travail de soins non rémunérés. C'est ce qui est en couleur orange, que ça soit au niveau national, en zone rurale comme en zone urbaine. Mais c'est encore beaucoup plus marqué en zone rurale. Et voici ce qu'on trouve, où sont les résultats. Bon. Il y a un problème, alors je ne retrouve pas les résultats, c'est dommage. Mais ce qu'on retrouve est que globalement, ce sont les femmes qui vivent la pauvreté en temps comparée aux hommes.
Et lorsqu'on compare la pauvreté en temps avec la pauvreté en consommation, on voit qu'on sous-estime la pauvreté qui est utilisée dans les politiques publiques. Et je vais aller directement aux implications. L'implication, la première, est qu'il y a un besoin de données sur l'utilisation du temps, alors qu'on voit que ce sont des données qui sont très rares dans nos pays. Or, sans ces données-là, on ne peut pas calculer, évaluer la pauvreté en temps. Le deuxième message, c'est de prendre en compte la dimension travail de soins non rémunérés dans les politiques de lutte contre la pauvreté. Par exemple, si le manque de temps est dû à la garde d'enfants, ou bien le manque de temps est dû à la recherche de l'eau, ou etc., ça veut dire qu'il y a besoin de prendre en charge ces dimensions-là. En faisant quoi? Mettre en place des services de garde d'enfants, ce qui constitue le troisième message ici. Ça veut dire aussi mettre en place ou appuyer l'accès aux technologies qui permettent de réduire le temps de travail des femmes. Mais le cinquième aussi, on est dans une dynamique de transition verte avec les financements verts. Ce serait bien d'intégrer aussi les besoins des femmes dans les plans de développement et de favoriser les politiques et stratégies pour l'accès des femmes aux emplois verts à travers les financements verts. Ce n'est pas écrit ici. Et aussi prendre en compte la protection sociale du côté genre. Je pense que le Sénégal aussi a commencé à faire des actions dans ce sens avec le BIT qu'on a appuyé récemment pour voir quel est le package de programmes de protection sociale qu'il faut mettre en place, qui prennent en compte les besoins de femmes et quelles sont ses implications du point de vue de l'impact sur la pauvreté, les inégalités et la croissance. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour cette brillante présentation également, qui fait la comparaison avec la pauvreté de temps et la pauvreté en consommation sur la base de l'approche de Lévy, sur la base de 168 heures, soit une semaine. Donc, en croisant l'utilisation du temps et la consommation, on débouche sur des seuils de pauvreté ajustés qui montrent qu'en réalité, des individus qu'on croyait pauvres sont en réalité même plus pauvres qu'on le croit. Et pour la question de l'utilisation du temps, les conclusions sont les mêmes que Mme Ndoye, c'est que ce sont les femmes qui assument la plus grande partie du travail non rémunéré, et cela est exacerbé en zone rurale. Et je pense que si vous aviez eu le temps de présenter le reste, on montrerait que ça suit également le cycle de vie de l'individu. Et on a débouché sur des recommandations. Et si vous avez bien suivi, l'ensemble des recommandations qui ont été faites, c'est le détail des 5 R qu'on nous présente depuis ce matin. Et à la pauvreté de temps, je pense qu'elle fait aussi écho à la pauvreté des capacités, en plus de la question de la consommation. On pourra certainement y revenir. Alors, Madame Sarr est en ligne. Madame Sarr, est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur qui? Très bien. Alors, on va vous passer la parole. Merci. Je n'avais pas eu l'opportunité de vous présenter tout à l'heure, donc je vais quand même rapidement dire que vous êtes chef du bureau des statistiques socio-démographiques et de l'état civil à l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est bien ça? Effectivement, docteur. Voilà, merci. À vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mon nom, je vais revenir là-dessus, c'est Madame Gueye Maguette Sarr. Je suis démographe au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. En fait, je suis chargée aujourd'hui de vous synthétiser quelques résultats sur l'enquête nationale sur l'utilisation du temps au niveau du Sénégal. Et je pense que concernant les éléments de contexte, depuis hier, on a vraiment campé le débat sur le travail de soins non rémunérés. Et je pense que je vais sauter le contexte pour faire gagner l'Assemblée un tout petit peu de temps.
Donc, et s'attaquer directement aux objectifs de l'enquête. Comme je l'ai tantôt dit, cette enquête est une première au niveau du Sénégal. Donc, ça a été mis en œuvre par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans le cadre du programme Women Count, qui est financé par l'Agence française de développement à travers l'ONU Femmes sur la période 2021-2022. Donc, c'est une occasion encore pour remercier l'ONU Femmes pour nous avoir appuyés financièrement pour que l'enquête soit mise en œuvre au niveau du Sénégal. Donc, il faut le dire, pour cette enquête, l'objectif général était de nous aider à quantifier le travail non rémunéré, à classifier les types d'activités que les Sénégalais font au quotidien. Plus spécifiquement, ça nous permet également de recueillir un ensemble d'informations sur l'emploi du temps des femmes et des hommes, évaluer le temps accordé au travail rémunéré et non rémunéré entre les hommes et les femmes. Ça nous permet également, comme on l'a dit depuis hier, c'est à partir de la base de l'enquête sur l'emploi du temps qu'on a essayé de valoriser le travail non rémunéré qu'effectuent les femmes au sein des ménages. Ça nous a permis également de renseigner l'indicateur 5.4.1 et de mesurer le temps accordé à l'éducation des enfants et aux loisirs. Donc, concernant la méthodologie, je vais aller un peu vite. Donc, l'enquête pour le sondage, donc, on a tiré en premier lieu 266 districts de recensement, ce qui constitue l'unité primaire de sondage. Donc, à partir de ces 266 districts de recensement, on a tiré 3 990 ménages, dont 1 500 en milieu urbain. Donc, l'enquête a une représentativité régionale, une représentativité en milieu urbain et rural. Ce qui veut dire que toutes les statistiques qui ont été produites dans le cadre de cette enquête-là, nous pouvons les avoir pour les 14 régions du Sénégal, aussi bien pour le milieu urbain et pour le milieu rural. Donc, concernant le questionnaire, donc ça a été administré à l'ensemble des femmes qui sont âgées de 15 ans et plus, et également pour les hommes. Il faut rappeler que l'enquête concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, ce qu'on faisait, une fois que le ménage a été tiré, donc on devait enquêter 2 hommes et 2 femmes. Donc, après le listing des ménages, donc il y a l'application qui tirait aléatoirement 2 femmes et 2 hommes afin que les agents enquêteurs puissent administrer le questionnaire. Donc, ça a été fait sur une période de 4 mois, allant de 19 mai au 19 septembre, avec un taux de réponse de 99,4%. Donc, pour ce qui concerne les questionnaires, on a développé 2 questionnaires. Le questionnaire ménage qui nous a permis d'avoir l'identification des ménages qui ont été tirés, de recueillir les caractéristiques sociodémographiques des membres des ménages, etc. Maintenant, pour le questionnaire individu, il y avait les informations concernant les individus qui ont été tirés, l'emploi, la santé et enfin le journal du répondant qui retraçait les activités effectuées par l'individu pendant les 24 heures d'une journée qui a été tirée aléatoirement par l'application de collecte. Donc là, j'en viens aux résultats, aux quelques résultats. Donc, pour ce qui est à la participation des activités rémunérées et non rémunérées, là, nous avons les activités rémunérées à gauche et les activités non rémunérées à droite. Donc, pour ce qui est du premier graphique, on constate que les activités rémunérées, donc les hommes participent plus aux activités rémunérées comparées aux femmes. Parce que là, si vous suivez de près, on a 31,2% pour les femmes contre 50,3% pour les hommes. Ce qui montre nettement que quand il s'agit d'activités rémunérées, les hommes participent beaucoup plus. Quant aux activités non rémunérées, on constate que 90% des femmes participent aux activités non rémunérées contre 54,0, c'est-à-dire 54 points aux activités non rémunérées pour les hommes, ce qui donne un ensemble de 72,3%. Donc, en résumé, nous constatons que dans les activités rémunérées, c'est les femmes qui participent le plus.
contrairement aux activités rémunérées. Donc, quand il s'agit de rémunération, nous constatons que ce sont les hommes qui sont beaucoup plus concernés. Concernant également le temps moyen consacré dans les activités rémunérées et non rémunérées. Tout à l'heure, on a parlé de participation. Là, c'est le temps moyen qui est passé dans les activités. Donc là, on fait focus sur les activités non rémunérées. Donc, on constate que pour les activités non rémunérées, les femmes y passent 5 heures de temps par jour, contrairement aux hommes qui y passent 2 heures de temps. Donc, si on regarde de près, nous constatons également que pour les activités rémunérées, il n'y a que 1 heure 9 minutes qui concernent les femmes, contrairement aux hommes où on a 4h,2 minutes. Donc, concernant le temps moyen pour les régions, donc on a essayé de sortir un tout petit peu les indicateurs par région, comme on l'a dit. Donc, ça nous permet également d'aller un peu plus loin, de voir pour les 14 régions du Sénégal, qu'est-ce qu'on peut dire pour les femmes concernant les activités rémunérées et qu'est-ce qu'on peut dire pour les hommes concernant les activités également non rémunérées. Donc, en résumé pour le tableau, on constate que les hommes effectuent en moyenne 6,2 heures d'activités non rémunérées à Kolda, contre 0,7 heures à Dakar. Donc là, si on se focalise sur les hommes, nous constatons qu'à Kolda, les hommes passent 6,2 heures d'activité non rémunérée, quand c'est comparé à la région de Dakar, qui est la capitale. Donc, la tendance se confirme également chez les femmes. C'est toujours à Kolda où les activités non rémunérées prennent plus de temps. Donc, on le constate, c'est colorié un tout petit peu en rouge. Donc là, pour les femmes, vous avez 6,22 heures, contre 7,92 du moins pour les femmes. Donc, concernant la région de Tambacounda également, c'est une même tendance qui se confirme avec 94,4% contre 6,1%. Concernant les activités rémunérées et le statut matrimonial, ici, on a essayé un tout petit peu de croiser les activités à quelques caractéristiques socio-démographiques des femmes et des hommes pour un peu dessiner les tendances concernant ces certaines caractéristiques qui ont été retenues. Donc là, on a essayé de croiser le statut matrimonial et on constate que, donc si on considère les hommes, nous constatons que les polygames passent plus de temps dans les activités rémunérées. Donc là, on a 5,2 avec une participation de 22% contre 2,3 heures pour une participation de 10%. Donc, si on revient aux femmes, c'est tout à fait le contraire. Donc, nous constatons que les femmes qui sont dans les unions polygames passent moins de temps dans les activités rémunérées. Donc, là, on a 1h,7 pour une participation de 7% contre 6h,1 pour une participation de 25%. Donc, les femmes qui sont dans les unions polygames passent 6h,1 dans des activités qui ne sont pas du tout rémunérées. Donc, quand une femme est dans une union polygame, là, elle ne passe que 1h,7 dans les activités rémunérées. Vous voyez un tout petit peu la différence. Pourquoi? Peut-être que nos chercheurs vont essayer de creuser un tout petit peu loin en essayant d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce qui est à l'origine de cela. Donc, concernant les activités non rémunérées toujours, le temps moyen consacré à cela, donc, et en prenant en compte les milieux urbains et ruraux, je pense que c'est une diapo que Madame Fatou a présenté tout à l'heure, donc concernant le milieu urbain et le milieu rural. Donc, je pense qu'on peut passer là-dessus. Donc, pour le focus sur les activités domestiques, là, donc, on a le temps moyen des principales activités domestiques. Donc, pour les préparations de repas, le nettoyage,
le shopping et les soins aux enfants. Et là, pour résumer, nous, on a constaté après l'enquête que pour les femmes, concernant la préparation des repas, elles passent 134 minutes dans la préparation des repas, contre 9 minutes pour les hommes. Donc, les hommes ne passent que 9 minutes dans les préparations, contre 134 minutes pour les femmes. Concernant le nettoyage, l'entretien et gestion du logement, là, on voit que les femmes passent 63 minutes dans ces tâches, contre 5 minutes pour les hommes. Également, concernant les achats pour le logement, le shopping, les femmes y passent 13 minutes contre 3 minutes pour les hommes. Et pour les soins aux enfants, là, c'est 27 minutes pour les femmes contre 3 minutes. Donc, en résumé, concernant les principales activités domestiques, les femmes y consacrent 237 minutes, soit 4 heures contre 20 minutes chez les hommes. Donc là, on a essayé de matérialiser un tout petit peu en résumé tout ce qu'on vient de dire concernant les activités domestiques et soins, les loisirs, les activités personnelles. Et donc, pour les activités domestiques, on l'a dit, il n'y a que 2% des hommes qui participent aux activités domestiques et soins, contre 19% chez les femmes. Donc, concernant les activités de loisirs, il n'y a pas une très grande différence. On a 22% pour les femmes et 29% chez les hommes. Donc, concernant toujours les activités personnelles, c'est-à-dire le sommeil, le repas, etc., là aussi, nous ne constatons pas une grande différence entre les deux sexes. C'est toujours 44% pour les hommes et 46% pour les femmes. En ce qui concerne également le travail professionnel, il y a une différence qui se fait constater. Donc, là, chez les femmes, nous avons un pourcentage de 13% contre 25% chez les hommes. Donc, c'est l'essentiel des résultats que je voulais partager avec vous concernant l'enquête sur l'utilisation du temps. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci bien, Madame Sarr, pour votre belle présentation qui a suscité quelques réactions concernant l'intersectionnalité dont vous nous avez fait part. Et je pense que l'ensemble des travaux que nous venons de voir mettent en exergue la pauvreté de temps des femmes. C'est le point commun. Et Madame Doyle disait qu'en fait, il y a un point dans la vie qu'on n'a pas pris en compte. Ce point qu'on n'a pas pris en compte, ce sont les économistes qui ont oublié la production non marchande à la base et qui ont occulté la comptabilité nationale n'a pas tenu compte des productions non marchandes et cela a induit pas mal de biais. Je pense que compte tenu du temps que nous avons, je vais tout de suite donner la parole aux participants pour 2-3 questions et nous allons pouvoir, les panélistes vont pouvoir réagir et on va pouvoir passer à la session qui suit. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Oui, il y a un micro pour madame derrière. Ensuite, il y a le professeur. Il y a les professeurs. Bon, en attendant que le micro arrive, puisque moi j'en ai un, je vais quand même interpeller madame Sarr. Qu'est-ce qui explique que le temps consacré par le travail non rémunéré par les hommes, quelle que soit la situation matrimoniale, était à 2,3 heures? Que la personne soit monogame, polygame ou célibataire. Il n'y a pas eu d'impact. À chaque fois, c'était 2,3. Ça, c'est une première question. Vous pourrez y répondre tout à l'heure. Vous avez votre micro? Pas encore de micro? Oui, allez-y.
Alors, bonjour. Je voudrais tout d'abord féliciter les panélistes pour les brillants exposés qu'ils ont eu à nous présenter tout de suite. J'aimerais également féliciter, disons, les organisateurs de ce séminaire, parce que depuis hier, vraiment, on a eu beaucoup de résultats positifs. Et ça, je pense que ça va contribuer de manière positive à l'autonomisation économique des femmes. Cependant, j'avais un certain nombre de questions, juste pour dire. Depuis hier, on parle de ménage, de femmes. Et quand on parle de femmes, le contexte qu'on doit respecter, c'est le ménage. On n'a pas parlé de jeunes filles depuis hier. Et le problème qui se pose, à mon avis, est-ce qu'on a fait le link entre le travail rémunéré des femmes et les devoirs et obligations des femmes au sein de leur ménage? On ne vous entend pas toujours très bien. Vous pouvez rappeler? Je veux dire le Oui. link, le lien. Oui, le lien entre. Oui. Les devoirs et obligations des femmes au sein de leur ménage. Oui. Et le travail non rémunéré de ces femmes. Ça, c'est une première question. Parce que je me suis toujours dit que le fait d'entretenir les vieilles personnes au sein de la famille est une chose très importante au sein de la famille africaine. Dans certaines, disons, communautés, les vieillards et les personnes handicapées, certainement, sont envoyés à l'EVAT. Au lieu d'éduquer ton enfant, si tu éduques ton enfant jusqu'à l'âge de 18 ans, tu lui demandes de sortir et de laisser le bruit. Ce n'est pas le cas en Afrique. Et je pense que tous ces critères-là sont pris en compte dans le travail non rémunéré des femmes. Pensez-vous que faire la cuisine pour sa famille est un travail qui doit être rémunéré au sein du ménage? Qui doit être? Rémunéré au sein de ce ménage. Et même s'il y avait à payer ce travail non rémunéré, qui va payer? OK. Bon. J'ai une deuxième question, oui. S'il vous plaît. On va demander d'aller droit au but. Oui, d'accord. J'ai une deuxième question. Allez-y. Je pense qu'il faut essayer de soulever des questions contradictoires pour pouvoir tirer des résultats beaucoup plus positifs. On ne vous entend pas. Ah, ok, c'est bon. Est-ce que je suis comprise? Bon, je pense que je dois m'arrêter là, parce que OK. la bonne question là, je n'ose pas. D'accord. Madame en jaune, merci bien. Merci beaucoup, bonjour. Je m'appelle Madame Goudiaby Lena, coordonnatrice de la cellule genre du ministère des Mines et de la Géologie. Je félicite à mon tour les panélistes pour leur brillante présentation. Voilà, j'avoue que j'ai une fois participé à une formation sur la gestion du temps avec l'ANSD et ONU-Femmes, mais j'ai aujourd'hui une idée beaucoup plus approfondie de ce volet-là, avec les différentes, en tout cas, communications qui se sont succédées. Et, il est vrai que vous avez abordé, je m'adresse surtout à Madame Cissé Fatou, des facteurs qui nous privent d'un temps de repos assez important, nous femmes. Et je me demande si vous avez pris en compte la notion de priorisation des tâches. Parce que
nous toutes, nous sommes femmes de ménage d'abord avant d'être des professionnels. Et nous avons vu nos mamans s'activer à la maison. Et quand je prends l'exemple de la mienne, elle se lève le matin, elle fait tout en même temps. Elle touche à ça, à ceci, à cela. Et je crois que ça ne nous permet pas de bénéficier d'un temps pour nous reposer. Donc cela en dépit de ce que nous disons détenir des moyens pour externaliser certaines tâches. Donc est-ce que cette dimension a été prise en compte? Est-ce que nous pensons qu'il ne serait pas nécessaire de mettre en place peut-être des actions de sensibilisation, de communication et même de formation, pourquoi pas? Parce qu'il ne s'agit pas de former celles qui sont professionnelles ou qui sont dans le commerce, mais celles qui gèrent les ménages aussi ont besoin de cela. Je vous remercie. Merci. On va passer la parole au professeur. Merci Madame la modératrice et merci aux 3 panélistes pour leur présentation. C'est très intéressant ce débat. Une première préoccupation rapide, on a vu des différences régionales. Tout à l'heure avec des régions où le taux de travail non rémunéré était beaucoup plus important comparativement à Dakar, mais on n'a pas eu d'explication sur les causes profondes de ces différences régionales. Ce serait bien de les comprendre. Quelles sont les spécificités des régions où on a plus de travail non rémunéré? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxièmement, et très rapidement, tel qu'on présente les choses, on peut laisser comprendre qu'il faut abandonner ou lutter contre une certaine forme d'activité chez les femmes, alors que ce n'est pas forcément ça. C'est de dire qu'il faut reconnaître, comme on a dit, le 3R, et on doit aller donc au-delà de l'observation pour dire finalement si on offrait d'autres formes de rémunération à ces femmes, comment cela aurait pu accroître, je dirais, leur satisfaction vis-à-vis de la vie. Reconnaître, aujourd'hui on a les statistiques, maintenant il faut aller au-delà, si on peut les s'entendre. Moi je pense que nous sommes peut-être dans un équilibre de répartition des tâches, mais dans cet équilibre où les hommes font plus d'activités rémunérées, ça s'est démontré, et les femmes plus d'activités domestiques, et même l'éducation des enfants. Mais l'équilibre est tel que l'homme, son activité est rémunérée, il a un gain. La femme, par contre, le gain n'est pas forcément financier, il peut avoir d'autres types de gains. On est en train de réfléchir comment aboutir à des formes de gains, qui peuvent être aussi juste une reconnaissance et ainsi de suite, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc si on met l'accent davantage sur ces points-là, ça nous permet de mieux comprendre ces enjeux. Et je termine rapidement. Lorsque nous regardons pourquoi les charges d'activité rémunérées entraînent une pression sur la vie, le stress, ainsi de suite, on peut se dire, mais quelle est la qualité même de notre travail et du temps consacré? Il peut arriver qu'un travail qu'on devrait faire en 4 heures, on fait en 8 heures, et ça pose des problèmes de productivité, ainsi de suite, et on a plus de stress également. Donc on peut aller aussi au-delà pour dire, finalement, toutes ces charges-là, comment les rendre plus efficaces? C'est ça la question de réduire. Réduire pour avoir plus de productivité. Donc, je voudrais que dans nos analyses et dans ce qu'on est en train de dire, on puisse aussi regarder de ce côté-là. Merci. Merci beaucoup. Je crois que ma préoccupation essentielle est prise en compte, mais je voulais tout juste ajouter un petit commentaire sur les résultats obtenus concernant le nombre de temps passé pour les activités non rémunérées par les hommes comparativement donc aux femmes. En termes d'implication de politique, quel type de politique en réalité, à quel type de politique de tels résultats appellent? Je pose cette question parce que dans tout ce qui a été présenté, déroulé, à aucun moment je n'ai vu apparaître par exemple l'influence ou la prise en compte donc, des normes sociales, par exemple. Il est évident justement donc que
dans pas mal de foyers aujourd'hui, il y a des hommes qui aimeraient bien aller à la cuisine, mais qui sont justement interdits d'aller à la cuisine par leur épouse. Par leur épouse. Est-ce que vous voyez? Parce que cuisiner pour leur époux donne une satisfaction morale pour ces épouses, pour nos mamans. Alors, et puis au-delà de ça, il y a les considérations, je dirais, les normes sociales, finalement, les normes sociales. Comment intégrer ces normes sociales pour, je dirais, imparter ces résultats en vue finalement donc de pouvoir tirer des implications de politique qui soient véritablement objectives et implémentables. Je vous remercie. Très bien. Rebonjour, Maïmouna Ndiaye, DFVP, ministère de l'Environnement. Alors, avant de dire, j'ai juste envie de partager une petite réflexion avec vous. Pendant la pause déjeuner, avec les collègues, avec les partenaires avec lesquels on a partagé le déjeuner, on a eu une petite réflexion justement sur le sujet. Parce qu'on parlait en fait du temps de travail, de la répartition des tâches dans le ménage et tout. Et abordant dans le sens du, je pense, professeur ou docteur qui vient de finir de parler, il parlait des normes sociales et culturelles. Au Sénégal, par exemple, nous, on nous fait, c'est à la femme de s'occuper du ménage, de l'enfant, l'allaitement même. Et imaginons le cas d'une femme professionnelle qui, de 8h à 17h, est au bureau, s'active professionnellement, fait des résultats, parce qu'il faut le dire, la plupart des femmes, elles perfectionnent dans leur domaine. Je ne suis pas féministe, je précise. Je ne suis pas pour autant contre... droit au but. Voilà, donc c'est juste pour dire que voilà quoi. Oui. Disons, elle fait ça. C'est une question ou c'est une contribution? Non, je partage, je suis en train de partager une réflexion. Voilà. Donc, on fait tout ça, on vient à la maison, on nous fait, c'est à vous de vous occuper du repas, de s'occuper de l'enfant. Et Michaud est là, il croise tranquillement les filles, il lit son journal. Après, c'est juste dans le sens de conforter les résultats des enquêtes, voilà. C'est juste pour dire aussi que, en quelque sorte, nous, femmes, on se laisse faire. Parce qu'on a accepté qu'on nous mette dans la tête que ces tâches ménagères-là nous incombent. Or, ce n'est pas pour autant cela. Avant, par exemple, au 7e siècle, dans le monde arabe, l'allaitement des femmes n'était pas obligatoirement fait par la maman. Il était possible de placer l'enfant dans une famille où une nourrice pouvait la nourrir. Mais nous, on nous dit non, obligatoirement, c'est à la femme de faire ça. Bon. Merci. C'est une femme, ok, mais on pouvait la payer. C'est une personne qu'on payait. Pourquoi est-ce que nous, on ne paye pas maintenant pour allaiter nos enfants? Merci pour le partage de la réflexion. Je crois que nous allons revenir aux panélistes. Madame Ndoye, on va vous donner la parole pour réagir sur les questions qui ont été posées. Vous avez des éléments de réponse? Bon, peut-être je vais juste rebondir sur les solutions de court terme. Bon, c'est vrai que c'est une réflexion qui vient de... C'est vrai, vous avez parlé de votre thèse. Dans les pays développés, ils ont commencé la réflexion depuis longtemps. Mais nous, qu'est-ce qui a suscité la réflexion du poids, de la charge des travaux domestiques non rémunérés sur les femmes? C'est justement l'intégration progressive des femmes sur le marché du travail. Parce que les rôles sociaux étaient clairement définis. Donc l'homme, c'est le modèle du breadwinner. L'homme part chercher
de quoi nourrir la famille, la femme reste à la maison et se charger de l'éducation des enfants. Mais les choses ont changé. Il y a des mutations sociales qui sont là et il ne faut pas qu'on se voile la face. Parce que si on n'en parle pas, si on ne réfléchit pas aux solutions à mettre en place pour accompagner ces mutations sociales, il y aura toujours un gap. Parce que les femmes vont aller sur le marché du travail, il y aura un gap à la maison pour reprendre la relève. L'idée en ce moment, c'est d'essayer de réfléchir sur comment allier les deux. Donc c'est pour ça que dans la présentation, on a parlé de family friendly policy, juste pour dire que l'éducation à la base, les soins aux enfants et aux personnes est important. On doit en tenir compte face aux mutations sociales qu'on est en train d'observer. Parce que les femmes intègrent de plus en plus le marché du travail, donc on ne va pas juste tous se ruer sur le marché du travail et laisser les soins comme ça, les soins aux enfants ou bien aux personnes âgées sans qualité, entre griffes. Donc je me mélange un peu, mais c'est juste pour dire, voilà, donc ce qu'on est en train de faire ici, c'est très important et c'est à encourager. Et on doit pousser la réflexion encore beaucoup plus loin. Je ne sais pas, j'ai l'habitude de blaguer avec mes collègues en leur disant, la COVID a révélé en Allemagne que les employés, hommes comme femmes, étaient beaucoup plus productifs en restant à la maison et en faisant le travail, le télétravail. Mais les réponses étaient qu'ils pouvaient rester à la maison, s'occuper de leurs enfants, avoir l'esprit tranquille pour bien se concentrer. Peut-être que ce n'est pas quelque chose de généralisé, mais juste pour dire qu'une femme qui va sur le marché du travail et qui n'a pas quelqu'un qui s'occupe, par exemple, de ses enfants, ne pas travailler tranquillement. Voilà, donc, et c'est important, il faut qu'on en parle. Maintenant, il y a les normes sociales. Et tout ça, là, c'est à cause des normes sociales qui font que on pose des débats. Les normes sociales ne sont pas quelque chose à changer du jour au lendemain. C'est tout un processus. Maintenant, il faut réfléchir aux solutions de court terme pour accompagner le processus. Voilà, donc, c'est Merci. ce que je voulais dire. Merci. Je vais donner une traduction économique à ce que vous venez de dire. Dans les facultés de sciences économiques, on vous apprend que l'offre de travail, le déterminant de l'offre de travail, c'est le salaire. C'est-à-dire que pour un individu, sa décision d'offrir sa force de travail dépend uniquement du salaire. Alors que ça n'est pas vrai. C'est parce qu'on a oublié la production non marchande qu'on n'a que ce déterminant. Il y a un autre déterminant de l'offre de travail qui est la quantité de travail non rémunéré à assumer. Si on ne trouve personne pour déléguer ce travail-là, on a beau proposer un salaire intéressant, je ne peux pas y aller parce que je dois assumer le travail non rémunéré. Et voilà une valeur qui vient impacter l'offre de travail, surtout féminin. Merci. Madame Sarr, s'il vous plaît. Madame Sarr n'est plus en ligne. Docteur Cissé. Docteur? Ah. Oui, docteur qui? Oui, allez-y. Nous pensions qu'on Oui, vous avait merci perdu. beaucoup. Non, je suis toujours là. Je vais, je pense, rebondir sur votre intervention concernant le fait que le statut de l'homme ne changeait pas. Par exemple, qu'il soit marié, célibataire, veuf, le temps de participation aux activités non rémunérées ou rémunérées ne changeait pas, si je comprends bien votre question. Et vous avez posé à savoir qu'est-ce qui est à l'origine de ça. C'est juste, je vais revenir sur ce que j'avais avancé au début. Donc, au niveau de l'ANSD, l'une de nos missions principales, c'est de quantifier la réalité sociale, économique, etc. Donc, nous, ce qu'on répond, la question qu'on répond, c'est le combien. Donc, il nous parvient, par exemple, une fois que les études sont réalisées au niveau de l'ANSD, que les bases
de données soient partagées avec les centres de recherche, avec les chercheurs, afin de questionner ou bien afin de chercher pourquoi certaines réalités. Donc, au niveau de l'ANSD, on ne répond pas à la question pourquoi, mais plutôt quand, combien. Mais je peux tenter d'avancer une petite réponse. Juste ça me concerne personnellement, concernant le fait que le temps de l'homme passé dans les activités rémunérées ne changeait pas. Au niveau du Sénégal, donc, et selon nos réalités, selon la culture sénégalaise qui est un tout petit peu influencée par la religion, le rôle de l'homme au niveau des ménages donc, a été constaté. Ça veut dire que l'homme, qu'il soit célibataire, qu'il soit marié ou veuf, il a toujours à sa charge des personnes à nourrir. Donc nous, au niveau de notre contexte national, donc ce que l'homme doit faire, quand il est dans le ménage, c'est à lui d'aller chercher, d'aller travailler, qu'il soit marié, veuf ou monogame. C'est à lui de prendre en charge toute la famille. Donc, c'est un combat qu'on est en train de mener. Donc, je pense que de plus en plus, on est en train de dépasser ce stade-là parce qu'on l'a constaté que les femmes sont maintenant présentes dans le milieu du travail. Bien vrai que les postes souvent qu'on occupe au niveau du milieu du travail, c'est des postes à bas de l'échelle. Donc, je l'ai tantôt souligné lors de notre discussion hier au niveau du forum. Donc, quand on gratte l'échelle, on constate que les femmes se font moins rares au niveau de l'échelle. Donc, les femmes travaillent, mais quel genre de travail? C'est ça le problème, généralement. Donc, ce qui recoupe aussi à la question du professeur concernant le pourquoi certaines régions donc, sont beaucoup plus aptes dans les travaux rémunérés. C'est toujours la réponse que je partage. Donc, au niveau de Dakar, on a constaté que les gens passent moins de temps dans les activités non rémunérées. Donc, contrairement aux régions concernant le sud, par exemple, Kédougou, Tamba, Kolda, on a constaté que là-bas, les gens passent beaucoup plus de temps dans les activités non rémunérées. Donc, c'est le point de vue que je voudrais partager avec vous concernant certains questionnements. Je vous remercie. Merci. Vous avez peut-être un mot de fin à ajouter en même temps, parce qu'on ne va pas tarder à arrêter. Peut-être remercier le consortium de nous avoir associés à cette importante rencontre. Donc, il nous a donné l'occasion encore de partager ce que nous sommes en train de faire au niveau de l'ANSD concernant la production des statistiques de genre. Donc, cette enquête rentre toujours dans le programme de Women Count, qui est un programme qui nous aide à améliorer la production et la disponibilité des informations concernant le genre au Sénégal. Donc, je remercie tout le monde, je remercie les participants et je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci bien. Compte tenu des aléas de la connexion, au moins on vous a eu pour votre mot de fin. Docteur Cissé. Okay. Merci beaucoup. Il y avait une question concernant une remise en cause des questions de normes. Je voulais seulement placer cela dans le domaine de l'atteinte des ODD, parce qu'on dit que pour l'autonomisation des femmes, il faut considérer différentes dimensions. Donc, le temps dont elles disposent pour être présentes sur le marché du travail, l'accès aux actifs, l'accès aux revenus, donc aux finances, et aussi considérer les normes sociales, comment elles interagissent avec le reste des dimensions qui concourent à l'autonomie des femmes, l'accès au leadership et aussi à la prise de décision dans le ménage. Donc, avoir de l'autonomie permet d'accéder, nécessite d'avoir du temps en quelque sorte pour pouvoir travailler. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait aussi que la femme puisse se retrouver dans les normes. Maintenant, ces normes peuvent être des normes qui constituent des contraintes pour les femmes, comme aussi des normes qui sont acceptées par la femme. Et si on fait le lien avec les R, on peut dire même maintenant qu'on passe des 3 R aux 5 R.
Pour cela, il faut d'abord reconnaître que le travail de soins non rémunérés, c'est du travail, parce que sans les soins, il n'y a pas de vie. Et il faudrait bien qu'il y ait des personnes qui s'en occupent, qui sont soit payées, ou bien non payées. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le travail de soins non rémunérés. Donc, il faut d'abord reconnaître, c'est le premier R, comme ça a été dit. Et aussi, il y a la partie réduction. Comment réduire? C'est mettre en place toutes les stratégies, toutes les infrastructures qui permettent de réduire ce travail de soins. Et je pense que les équipes de GROW ont beaucoup plus travaillé sur cette dimension avec l'accès aux services de garde, l'accès à des technologies qui réduisent le temps de travail des femmes, dans le but de leur permettre d'être plus présentes sur le marché du travail. Mais il y a aussi un autre R peut-être qui interpelle beaucoup plus ces questions de normes sociales, comme je dis, qui sont à considérer lorsqu'on veut faire l'analyse de l'autonomisation des femmes. Et le troisième R porte sur la réduction, comment réduire. C'est là où il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, qui montrent qu'il y a un lien fort entre les normes sociales et la surcharge de travail de soins domestiques. Et je pense qu'il y a un collègue, professeur Elie, qui devait en parler, mais je pense qu'on a supprimé cette session. Mais il y a aussi de plus en plus d'autres dimensions R. Le quatrième, c'est comment récompenser ce travail de soins que font les femmes dans les ménages, parce que ces travaux auraient pu être réalisés dans d'autres cadres que la famille et être rémunérés. Et c'est ça qui nécessite toutes ces actions au niveau du premier R. Pour pouvoir rémunérer, il faut d'abord évaluer, reconnaître et évaluer. Et le cinquième R, qui est de plus en plus dans les discussions, c'est la représentation des femmes dans les instances de décision, que ce soit au niveau national comme au niveau des grandes instances. Par exemple, on a discuté hier des questions de financement vert. Et là, la question se pose de savoir quelle est la représentation des femmes dans ces instances de décision pour pouvoir avoir plus d'éléments pour le plaidoyer, défendre les besoins des femmes qui sont là. Donc, c'est ça que je voulais partager. Merci beaucoup. Merci bien, docteur. Madame Ndoye, vous aviez un dernier mot? Bon, le dernier mot, juste remercier le CRES pour l'invitation et juste préciser également que la recherche est toujours en cours. Donc, le CREC actuellement est sur un projet, Care Economy, donc avec l'American University et l'Université de Toronto pour la modélisation macroéconomique du Care sector, donc qui concerne et le secteur du travail domestique non rémunéré et le secteur rémunéré. Voilà, donc vivement d'autres colloques qui nous permettront de partager nos résultats. Merci beaucoup. Merci, Madame Ndoye. Alors, je ne voudrais pas qu'on se quitte quand même avec un malentendu, parce qu'il y a une question qui demandait est-ce qu'on veut que maintenant on paye les femmes pour la cuisine qu'elles font à la maison, c'est-à-dire la responsabilité sociale qu'elles ont. Je voudrais dire que quand on dit travail non rémunéré, c'est tout simplement la traduction de unpaid work, c'est-à-dire que c'est un travail qui ne donne pas lieu à une transaction monétaire. C'est la raison pour laquelle on l'appelle travail non rémunéré. Le but premier, ce n'est pas de dire qu'il faut payer pour ce travail-là, surtout dans nos contextes. C'est de réduire d'abord, quand on parle des 5 R, c'est d'abord au pouvoir public de réduire le temps que les femmes passent à cela. Il y a aussi la redistribution, mais dans nos contextes, on ne va pas très clairement aller dire à nos hommes aujourd'hui, tu dois faire la vaisselle, ce n'est pas réaliste. Nous, ce qui est important, c'est que l'État puisse aider à la réduction de ce travail. Comment, par exemple? Je vais faire ici un petit développement jusqu'à la budgétisation sensible au genre. Si l'on prend l'eau, on met 6 heures à aller chercher de l'eau. Et avec les changements climatiques, on nous avait dit que c'est exacerbé. Par exemple, ça peut aller jusqu'à 8 heures à cause du changement climatique. Ce temps que la femme met à aller chercher de l'eau,
il faut essayer de le réduire en faisant quoi? En mettant des forages. À qui appartient cette responsabilité? Ce n'est pas le ministère en charge de la femme ou du genre. C'est le ministère en charge de l'assainissement de l'eau. D'où la transversalité de la question. Et donc, c'est ce ministère-là qui doit prévoir les forages dans ses programmes. Comment ils le font? Cela commence depuis la planification. Lorsqu'on va élaborer la politique d'assainissement, le diagnostic doit être sexo-spécifique. Normalement, la cellule genre en question, les cellules genre que l'on a, elles doivent mettre le doigt sur ces questions-là. Elles doivent définir les indicateurs attelant à cette politique. Mais on constate que ce n'est pas souvent le cas. Donc, je reviens au circuit. Donc, le ministère en charge de l'eau doit prévoir ces forages dans ses programmes. Et ensuite, une fois la politique élaborée, elle suit son parcours jusqu'à la budgétisation. Donc déjà, dans l'élaboration du programme, en prenant en compte ce besoin sexo-spécifique, on a un début de budgétisation sensible au genre qui consiste à intégrer la sexo-spécificité à la politique publique. Et ensuite, maintenant, dans le cycle budgétaire lui-même, on doit aussi trouver des entrées pour intégrer le genre. C'est la raison pour laquelle la commission de l'UEMOA a élaboré un nouveau dispositif qui est le schéma type d'institutionnalisation du genre, qui dit que, au lieu de la cellule genre, il faut une entité au sein de la planification dans chaque ministère qui soit chargée de l'appui à l'institutionnalisation du genre, pour que l'intégration du genre dans les politiques publiques suive la chaîne PPSB, depuis la prospective jusqu'au suivi, évaluation. Parce que lorsqu'on dit tout ce qu'on a recommandé, il faut des crèches, il faut des forages, toutes les politiques toutes les recommandations que nous avons faites incombent à un ministère sectoriel qui doit le prendre en charge par le biais de l'intégration de cette sexo-spécificité. Donc, la réduction, madame, c'est pas qu'on demande de payer les gens pour faire la cuisine à la maison. Disons que pour l'instant, on n'en est pas là. Peut-être que ça va venir. Mais il y a une autre rémunération concernant ce travail non rémunéré, c'est la prise en charge de ce travail non rémunéré contre rémunération. C'est-à-dire que les travails de soins non rémunérés sont une aubaine d'emploi. Et là, l'idée est venue de l'OIT. Parce que, par exemple, supposons que l'on mette en place des crèches pour prendre en charge ce travail non rémunéré au niveau des femmes. Ça crée des possibilités d'emploi. Ces investissements qui vont être faits créent des possibilités d'emploi. Et les financiers, toujours, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Combien ça coûte? Et à cet effet, chaque État peut faire une simulation désormais, parce que l'OIT a lancé un simulateur d'investissement qui est accessible d'ailleurs sur Internet et qui donne une évaluation de ce que ça peut coûter de prendre en charge ce travail de soins non rémunérés. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un vaste chantier et le panel qui suit certainement pourra nous apporter d'autres éléments. Je remercie chaleureusement les 3 panélistes qui nous ont éclairés cet après-midi et vous aussi pour votre participation. Je vous remercie.